Et non, désolé, pas de générique Money Tree aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcasteur. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Money Tree, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour Money Tree, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Je sais pas à quel moment il m'a présenté les choses, mais bon, à chaque fois qu'il me disait ouais là j'ai repéré un truc, j'ai fait une offre, et je me dis mais c'est pas possible. Mais si, t'inquiète. Donc la première fois je me dis non c'est bon, ça va pas passer. La deuxième fois, troisième fois, puis voilà, c'est passé 11 fois. Et donc on va continuer à faire la même chose parce que ça fonctionne, qu'on n'a jamais eu un seul impayé, jamais eu un mois de vacances locatives, et que certes on gagne pas notre vie avec, mais est-ce qu'on a envie de gagner notre vie avec? Et la réponse était non. On a envie de créer du patrimoine pour demain. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Ce qui est formidable dans l'investissement immobilier, c'est qu'on y trouve autant de profils, d'histoires et de parcours d'investisseurs qu'il existe pratiquement de biens à vendre. L'immobilier est un pilier de création de richesse puissant, comme tu le sais déjà si tu écoutes ce podcast, mais il y a des milliers de façons de l'envisager au cours de sa vie. La capacité d'emprunter, le temps disponible, la stratégie d'investissement claire ou l'envie d'entreprendre sont par exemple des facteurs de passage à l'action qui ne sont pas toujours réunis tout au long de notre parcours, mais qui peuvent l'être de façon ponctuelle. En d'autres termes, on peut commencer par l'investissement immobilier ou bien investir en immobilier dans un second temps ou en dernier. Il n'y a pas vraiment d'ordre préétabli dans la construction de ton patrimoine. Alors nous recevons cette semaine un couple d'investisseurs, Julien et Sabrina, dont le parcours est intéressant à bien des égards, parce qu'il contient des allers-retours entre entrepreneuriat et salariat, parce qu'il s'articule aussi autour de phases d'investissement très actives et parfois très espacées les unes des autres. Au cours de cet épisode, on verra comment Julien et Sabrina se sont rencontrés, pourquoi les conditions de leur rencontre présageaient déjà d'une vie riche en investissement et en prise de risque maîtrisée, les changements d'activité, les sacrifices que le couple n'a pas hésité à faire. On parle ici de leur réussite, de leurs échecs dans l'entrepreneuriat, les difficultés aussi qu'ils rencontrent pour expliquer leur initiative à leur jeune garçon. En quoi la création de leur patrimoine permet en quelque sorte à Julien et Sabrina de compenser leurs différences d'âge et de se projeter sereinement dans l'avenir. Comment le couple a géré les choses sur le plan professionnel et familial, notamment lors de phases très actives dans la constitution de leur patrimoine, comme celle qui leur a fait signer 11 acquisitions en l'espace de 12 mois. En quoi la stratégie d'investissement mise en place par le couple les a aidés à obtenir les financements nécessaires aussi pour enchaîner les acquisitions à un rythme effréné. Enfin, pourquoi Sabrina et Julien choisissent de poursuivre leur activité salariale alors qu'ils pourraient déjà en sortir et vivre des fruits de leur patrimoine. Un épisode qui t'apporte une vision différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur l'investissement et l'entrepreneuriat en couple. J'espère que tu te reconnaîtras dans le parcours de Julien et Sabrina et qu'il t'apportera des pistes de réflexion. Que tu sois en couple ou que tu envisages de l'être, sait-on jamais. Ce podcast ne pourrait pas exister sans le soutien que tu lui donnes au travers de tes commentaires, de notes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser, des messages d'encouragement et des suggestions que tu m'envoies sur Instagram ou par email à paco@investisseur40.com. C'est donc pour moi la moindre des choses de reconnaître et remercier ceux qui ont contribué à faire avancer le mouvement cette semaine. Un grand merci à Bastien et à Guy 9130 pour vos commentaires éloquents sur Apple Podcast. Merci aussi à Loïc pour le commentaire sur Podchaser de la semaine dernière. Et puis je passe le bonjour à Guy, Tony, Canal Invest Club et Léonie pour vos messages sur Instagram. N'hésitez pas si vous en avez d'autres ou si vous avez des suggestions. Allez, sur ce, on attaque notre conversation du jour avec Julien et Sabrina. C'est parti. Salut Julien, salut Sabrina, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Salut Paco, ravi d'être là. Merci beaucoup pour la participation, c'est cool et c'est pas souvent qu'on reçoit des couples. D'ailleurs, c'est la première fois, on va dire en live, donc c'est une grande première. Merci beaucoup pour participer à cette expérience.
Et pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez chacun votre tour peut-être vous présenter aux auditeurs qui vous connaissent pas? Mais ce que j'aurais bien voulu voir, c'est commencer par dresser un peu un parcours, un résumé peut-être de parcours d'investisseurs et d'entrepreneurs, parce que je crois que vous êtes entrepreneur aussi. Peut-être de comment vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est assez large, mais essayer de faire un résumé peut-être par étape avant qu'on peut-être on plonge un peu plus dans certains détails de ce parcours jusqu'à ce jour. Alors je vais commencer. Donc je suis Julien Calamotte, j'ai 36 ans, je suis d'origine toulousaine parce que je suis né à Toulouse. J'ai un parcours assez classique jusqu'aux études post-bac, parce que j'ai fait une université au Canada, à Montréal, plutôt dans les sciences politiques et la communication, et puis de retour en France en 2008, je me suis mis à travailler dans un domaine qui n'avait totalement rien à voir avec les sciences politiques, mais qui était plutôt lié finalement au marketing sur Internet, parce que c'est un domaine qui m'intéressait assez, le marketing et la publicité, même si j'y connaissais pas grand-chose. Et donc j'ai commencé par là, et puis finalement je suis toujours resté un petit peu dans ce monde du digital jusqu'à aujourd'hui. Alors entre-temps, on a entrepris pas mal de choses. Alors j'ai entrepris pas mal de choses à titre personnel, puis on a entrepris aussi des choses avec Sabrina qui se présentera après moi. Mais voilà, donc à la fois dans l'immobilier, mais à la fois dans différents business, mais toujours très centré autour de l'e-commerce, du digital et du marketing sur Internet. Donc on a eu différentes activités e-commerce, certaines ont très bien fonctionné, qu'on a vendues, qu'on a revendues, d'autres ont complètement craché. On est à laisser aussi pas mal de plumes, et puis d'autres qu'on a arrêté parce qu'on était adepte assez du test and learn, et je trouve qu'avec le digital, c'était ce qui permettait d'aller finalement dans le même sens. Ensuite, l'immobilier, finalement, ça date de notre rencontre un peu avec Sabrina, puisque donc on s'est rencontrés quand j'habitais au Canada, et puis donc je suis rentré précipitamment du Canada justement pour rejoindre Sabrina, et en fait on a commencé à investir dans l'immobilier finalement quelques années après, c'est-à-dire 2-3 ans après, en 2010, parce qu'on a eu envie de construire un patrimoine pour notre retraite. Mais je vais passer le relais à Sabrina pour qu'elle se présente, et puis on repartira de là. Je pense que c'est le sujet qui nous intéresse. Ok, alors bonjour, je suis Sabrina Calamotte, épouse de Julien, depuis 11 ans maintenant. Voilà, donc parcours tout à fait normal. Alors je suis originaire de Picardie, voilà, donc ça c'est peut-être la particularité, puisque je me suis expatriée il y a une vingtaine d'années. J'ai rencontré Julien alors que j'étais déjà mariée, donc ça a été une seconde vie pour moi. Voilà, donc je travaille dans le domaine des ressources humaines. Je fais du paramétrage de logiciels RH. Rien à voir avec l'investissement immobilier, mais tout aussi intéressant. Voilà. D'accord. Vous êtes rencontrés tous les deux, si je comprends bien, donc au Canada, c'est ça? Ou Alors non, on s'est rencontrés en vous êtes... France, et Julien était étudiant canadien venant en échange en France, puisque sa mère en fait habite à Toulouse, donc la facilité. Et on s'est rencontrés donc pendant son année d'échange, mais sachant qu'il allait devoir repartir au Canada. Ah, d'accord. Donc voilà, on a vécu une petite année à distance. C'était un peu particulier d'ailleurs, parce qu'en fait je devais partir en échange universitaire à l'île de la Réunion. Et en fait c'était l'époque de l'épidémie de chikungunya, hein, qui était Ouais, c'est vrai, je me rappelle. voilà assez impressionnante. Donc c'était en 2006. Hein. Du coup l'université de Montréal, parce que le Canada c'est quand même un pays très voilà, proche de ses citoyens, etc. Bon, plutôt sain. Et ils nous ont interdit de partir là-bas pour raisons sanitaires. Et du coup, on était finalement contraints de choisir un autre endroit dans le même pays. Donc l'île de la Réunion étant la France, j'avais pas trop le choix que Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Et donc je me suis dit bon, mais pourquoi pas revenir aux sources à Toulouse, et du coup c'est là qu'on a rencontré Sabrina. Enfin, on s'est rencontré avec Sabrina, et puis pour la petite histoire, on s'est rencontré autour d'une table de poker, ce qui est assez anecdotique, puisqu'on jouait tous les deux au poker à ce moment-là, et qui était un jeu qui nous animait assez. Donc voilà, c'était le point commun qui nous a réunis finalement. Oh, sympa, ouais, carrément. Et toi, t'es pas canadien alors, Julien. T'es de Toulouse, mais tu as passé du temps au Canada avant de faire une année de césure en France, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai passé mon bac dans un lycée français au Canada, et j'ai fait mon université donc à l'université de Montréal, qui est un gros campus, hein, de plus de 50 000 étudiants, donc c'est quand même une grosse machine. Et voilà, donc avec aussi finalement pas mal de vision nord-américaine sur le business, parce que ça m'a quand même finalement apporté. Je m'en rends compte avec du recul maintenant quand même. Ça fait une quinzaine d'années que je suis revenu, et je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup. Voilà, je le savais pas à l'époque. Mais...
D'accord. Et le fait que, enfin, on s'imagine, hein, vous vous êtes rencontrés sur une table de poker, donc on se dit que vous êtes, vous avez une relation du coup à l'argent de flamber. C'est pas du tout le cas, j'imagine. Enfin, comment est-ce que c'était fortuit, est-ce que c'était une passion enfin, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur le poker, ou est-ce que t'es juste en fait au fait du poker comme vous auriez pu vous rencontrer dans un barbecue, quoi. On avait deux approches différentes, je crois. Sabrina avait une approche plus... Moi, je vais donner la mienne, puis elle donnera sa version. Mais moi, j'avais une approche où j'étais vraiment pris de passion pour ce jeu. Donc, c'était une vraie passion pour la statistique, pour les probabilités. Et donc, du coup, j'étais vraiment ouais, accro à ça, mais pas accro parce que c'est un jeu d'argent, accro parce que c'est un jeu très très stratégique et très intéressant. Alors il y a un facteur chance évidemment qui fait que c'est un gros jeu d'argent, mais pour le coup, moi ce qui m'a attiré c'est vraiment le côté stratégique et le côté aussi humain, parce qu'autour d'une table de poker finalement, mais c'est assez représentatif de finalement de la société, c'est-à-dire qu'on peut avoir un banquier autour d'une table de poker, puis on peut avoir quelqu'un qui est là pour jouer ses derniers euros et ses dernières économies. On peut avoir un vieux comme un jeune, une femme comme un homme, quelqu'un en costard comme quelqu'un en short et en tongs. Et en fait, je trouve que c'est tellement représentatif de la société que c'est ça aussi qui m'a passionné, quoi, de voir toutes les habitudes que les gens pouvaient prendre dans un jeu d'argent et finalement traduisaient un petit peu leur comportement au quotidien aussi. Voilà. Et puis j'avais le goût du risque et je l'ai toujours eu et je l'ai toujours. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui me plaisait pas mal. Et toi, Sabrina, Alors moi, ton ouais. approche par rapport à ça? Moi, c'est plus le côté convivial qui m'intéressait. Même si je trouvais le jeu très passionnant et très prenant parce que ça pouvait durer 5, 6, 8 heures, voire plus. Voilà, on s'est déjà couché à 8 heures du matin en commençant à 20 heures la veille. Mais voilà, moi c'était vraiment le côté convivial. J'avais besoin de m'échapper en fait à cette époque-là et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés avec Julien que ça a matché, quoi. L'argent est quand même très intéressant dans le poker. Enfin, c'est à mon sens, il faut qu'il y ait cette notion-là, sinon les gens jouent un peu n'importe comment. Donc c'est quand même excitant qu'il y ait de l'argent en jeu. Mais en fait, on peut faire le lien avec l'investissement de manière générale, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des brokers d'actions, par exemple, qui permettent de créer un compte avec du play money, hein, donc finalement pour jouer un petit peu avec de l'argent fictif. Mais on sait très bien que acheter des actions n'importe quelle boîte américaine ou française avec de l'argent fictif, on n'aura pas du tout la même implication. Voilà, sur vendre une position ou pas, que si on a vraiment mis son argent. En fait, on vivra pas de la même manière. Et le poker, c'est vraiment très très similaire. Ouais, non, c'est carrément intéressant et aussi on l'avait vu avec, je crois, avec Julien de la Grandane sur un épisode ici, on parlait de bourse, qui disait justement aussi de voilà les portefeuilles fictifs, exactement ce que tu dis, Julien, que les portefeuilles fictifs, en fait, tu t'as pas le même comportement en tant qu'investisseur quand tu utilises un portefeuille fictif que la réalité. Tant que tu t'es pas pris un bouillon, tant que tu t'es pas pris c'est avoir cette tension d'adrénaline, tu peux pas vraiment savoir comment tu vas gérer tes émotions le jour où vraiment tu investis. Clairement. Et puis aussi, on n'aura pas le même investissement personnel, même sur l'immobilier. Au final, si t'as pas de crédit à rembourser, tu te mets quand même moins la pression pour remplir ton appartement et optimiser son taux de vacances, quoi, locatif. Donc, au final, tout est lié finalement à l'argent, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas dans la vie. Tous les jours au quotidien, on est lié à l'argent. Voilà. Donc. Et alors, bon, vous avez rencontré, voilà, l'amour est là, Cupidon passe par là, et ensuite donc vous mettez ensemble. Est-ce que vous parlez, enfin, est-ce que vous parlez dans votre approche, on va dire de la vie tout simplement, mais liée en fait à l'argent et au patrimoine? Est-ce que vous avez des discussions sur une stratégie, un objectif commun dès le départ, ou c'est plutôt quelque chose qui se crée, qui se fait peut-être au fil de l'eau, petit à petit en fait? Alors quand on s'est rencontré avec Julien, moi j'avais déjà avec mon ex-mari du coup un appartement, mais alors qui était de la défiscalisation, donc voilà une erreur que j'ai faite à cette époque-là. Et en fait, on en avait discuté avec Julien. Oui, là, investir c'est bien. Clairement, les défiscalisations, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi en tout cas. Donc voilà, on a eu envie de se lancer parce que j'avais eu cette expérience-là et qui avait été une mauvaise expérience. Voilà.
Donc on en a tiré des conclusions et on a voulu investir en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Voilà. Sabrina, sur ce bien-là, quand tu dis ça s'est pas bien passé, parce que c'est vrai qu'il y a produit de défisque et produit de défisque, effectivement, il y en a qui sont pas, qui te génèrent pas de vraiment beaucoup de cash flow, mais qui restent au final, une fois revendu, bon bah, qui est la plus-value, c'est que ça reste correct. Et il y en a qui effectivement même te vendent des trucs qui sont au-dessus du prix du marché et tu te retrouves avec une moins-value à la fin. C'était plutôt la deuxième option qui est arrivée pour vous, ou... Tout à fait. Donc déjà, on avait un effort à faire mensuellement qui était relativement conséquent, de plus de 200 €. Mmh. Et ensuite, à la revente, alors en fait, quand on a acheté sur plan, on est allé quand même voir de quoi il en retournait, et effectivement, c'était un endroit qui était plutôt intéressant et qui pouvait être porteur. Malheureusement, quand on a voulu revendre, quelques années après, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'immeubles qui avaient poussé tout autour, et il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. D'accord. Donc clairement, on a vendu à perte. Voilà. En fait, c'est vrai que nous, on l'a subi moi je l'ai subi quand j'ai rencontré Sabrina, puisqu'elle était engagée sur ce projet-là. Bon, c'était un investissement dans une ville où à l'époque il y avait 6000 habitants, qui était, on va dire, à 30 minutes de Toulouse, alors proche autoroute, etc. Mais l'emplacement, franchement, était pas vraiment très dynamique. En termes de bassin d'emploi, pas terrible. Donc il y avait énormément d'appartements qui étaient vides. Évidemment, la mensualité et le taux d'effort étaient très important. Et en fait, tout ça, c'est issu finalement de l'obsession plutôt contre les impôts de son ex-conjoint. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. J'ai un chapitre sur l'obsession des impôts. C'est vraiment, je trouve, une erreur à ne pas faire, quoi. Et on croise tellement de gens qui font ces erreurs-là d'investir dans l'immobilier pour payer moins d'impôts. Mais en fait, c'est une hérésie. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a une sorte de blocage quand même, dans la tête, quoi. Par rapport à ça. D'accord, mais alors sur un Pinel, enfin c'est pas forcément un Pinel, mais sur un produit de défisque en perte, qui se passe pas bien, on peut aussi se dire bon, ça donne pas vraiment envie de continuer, quoi. Qu'est-ce qui vous fait quand même donner envie de continuer, d'enchaîner peut-être un deuxième investissement après celui-là? Alors paradoxalement, quand on a signé pour ce projet de défiscalisation, le vendeur a été très honnête et je lui ai posé la question: est-ce que vous le feriez? Et il m'a répondu très honnêtement: moi non, je ne le ferai pas, je prendrai du meublé pour des étudiants. Bon, malgré tout, moi j'ai entendu ce qu'il a dit. Mon ex-mari visiblement pas du tout. Lui, voilà, son obsession c'était les impôts. Quand on en a rediscuté avec Julien, mais je lui ai dit, en fait, voilà, ce qu'il m'a dit, c'est, a priori, c'est quand même un bon filon. Et donc, on a creusé dans cette voie-là. Et Toulouse nous paraissait vraiment un bon spot pour des logements étudiants. Et donc, on a creusé là-dessus. On est en quelle année, là, sur l'investissement qui va suivre? Mais fin 2010, donc octobre 2010, premier investissement en LMNP. Donc, finalement, création de l'activité LMNP. D'accord. Donc recherche d'un comptable, etc. À l'époque, c'était tout nouveau pour nous. Puis moi, j'avais pas jamais encore créé de boîte, puisque j'ai été diplômé en 2008 et que j'ai été d'abord salarié avant de créer ma première boîte en 2011. Voilà, premier investissement fin 2010. La typologie de l'investissement, il est assez simple et assez rassurant, je trouve, en tout cas pour démarrer dans l'investissement. C'est studio, petite surface, donc moins de 20 mètres carrés, pour optimiser aussi finalement le prix au mètre carré, parce qu'au final, un studio de 20 mètres carrés, il se loue au même prix qu'un studio de 22 ou un studio de 18. Donc autant optimiser le coût à l'achat, la rentabilité sera toujours meilleure. Et hyper centre de Toulouse, triangle d'or. Donc voilà, notion patrimoniale importante. À cette époque-là, on était vraiment dans un objectif de retraite. Et on faisait même finalement ce parallèle avec les enfants, puisque Sabrina avait déjà 2 filles à l'époque, qui ont aujourd'hui 21 et 19. Donc, et on s'était dit à l'époque, ok, quand les filles feront leurs études, on pourra les mettre dedans. Et ça, c'est typique des gens qui investissent pour la retraite. Ils projettent toujours de mettre leurs enfants dedans, et en fait, ils ne le font jamais. Et nous, on en est la preuve. On ne l'a jamais fait, et pourtant, les filles ont eu des appartements. Alors, c'est pas vrai, on en a logé une dans un appartement pendant 6 mois. Mais c'était du dépannage. Au final, elle a fait ses études à Bordeaux. L'autre n'a pas besoin d'un logement. Bon, finalement, et bon, c'est très bien parce qu'au final, on avait notre rentabilité sur ce studio jusqu'à ce qu'on le revende, parce qu'on l'a revendu depuis. Mais voilà, en tout cas, typologie d'investissement plutôt rassurant. En fait, ça a toujours été un peu, je pense, notre état d'esprit, c'est de se dire, on commence par du rassurant.
Et après, on peut se permettre de prendre plus de risques. Mmh. Et après du coup cette opération réussie, il s'est passé du temps avant les prochains ou vous êtes enchaîné, vous avez continué à enchaîner dans le même rythme? Alors Julien, il est du style à foncer quand même. Donc je pense que 3 mois après le premier achat ensemble, on en a acheté un deuxième. Voilà. Et encore, quand je dis 3 mois, ça a peut-être été même plus court que ça. Alors j'ai les dates en tête. Donc c'est octobre 2010, janvier 2011. Donc c'est ça. C'est ça, c'est 3 mois. Et là, même typologie. Allez, je dirais à 100 mètres à vol d'oiseau, pareil. Pour ceux qui connaissent Toulouse, très proche de la place du Capitole, donc des beaux quartiers. Et même prix, enfin quasiment à 2-3 000 euros près. Donc à l'époque, on était sur des studios. Toulouse était déjà une ville assez chère. Hein. On était pour avoir un ordre d'idée sur plus ou moins 80 000 euros, hein, 78 d'un côté, 82 de l'autre. 80 000 euros pour un studio entre 16 et 19 mètres carrés, quoi. Voilà, avec des mezzanines à chaque fois, mais en plus, mais voilà. Et toi, Julien, sur cette partie-là, tu t'étais avant quand même, enfin, tu t'étais formé. Qu'est-ce qui t'avait donné confiance en toi pour justement enchaîner comme ça, en fait? Bah, c'est plutôt Sabrina qui m'a donné confiance en moi parce que au final, à cette époque-là, j'étais à des années-lumière de tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vraiment Sabrina qui m'a mis le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, c'est elle qui portait quand même pas mal les investissements à titre opérationnel, on va dire. Sur la paperasse, le notaire, quand il fallait mettre de la faïence sur les salles de bain, etc., les rénovations, avec son père qui a mis la main à la pâte aussi pas mal. Et moi, j'étais un peu détaché de tout ça parce que j'étais un peu encore jeune d'esprit, voilà, je pense. Et du coup, j'étais pas aussi investi que je le suis depuis ces dernières années, ça c'est certain. Et je le regrette parce que finalement, notre regret, c'est de pas avoir enchaîné davantage à ce moment-là. Bon, c'est comme ça, on a fait plein de choses entre-temps, on en parlera, mais voilà. Donc du coup, plutôt Sabrina qui portait le lead là-dessus. Ouais. Vous l'exploitiez comment? C'est LMNP, donc étudiant, mais vous gérez vous-même ou vous étiez via une agence ou... On a toujours tout géré nous-mêmes. Ouais. D'accord. Le choix des locataires, on fonctionne beaucoup au feeling et franchement, les critères des agences ne sont pas les nôtres. Et franchement, on s'est jamais trompé. Donc non, on gère. Et on gère encore aujourd'hui. C'est ton côté ressources humaines qui... C'est plus la même... C'est plus le même volume. Pardon, c'est plus la même histoire aujourd'hui. La gestion. Ouais, non, on va y venir, c'est clair. Ok, donc j'imagine qu'à partir de ces deux-là, ensuite, il y a une sorte de long moment où vous n'avez pas forcément investi, quoi, avant de reprendre derrière, quoi. C'est ça? Vous étiez parti du coup sur autre chose ou c'était d'autres projets ou qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et puis le prochain après? On va mélanger un peu le perso et le pro parce que je crois que ça va avec en fait. On peut pas décorréler l'un et l'autre quand on a un esprit un peu entrepreneur. Donc 2010 premier invest, 2011 deuxième invest en LMNP. 2011 moi je quitte mon premier boulot salarié pour monter une agence web. Donc mon employeur actuel d'ailleurs devient mon premier client et un de mes principaux clients. Enfin mon employeur actuel de l'époque. Là, je monte une première boîte et finalement, voilà, comme je suis quelqu'un d'entier et de très passionné, je me suis lancé dans ce challenge et j'ai mis tous mes efforts dans cette boîte-là pendant 2-3 ans. Et puis, on a commencé à racheter quelques sites internet, etc. Entre-temps, en 2013, on a acheté des locaux d'activité pour ma boîte, justement. Donc, on a créé une SCI familiale qui existe toujours aujourd'hui. Et c'était notre première SCI familiale à l'IS déjà à l'époque, parce qu'on avait quand même cette notion que l'IS fiscalement était beaucoup plus intéressant pour nous en tout cas parce on avait ni les moyens ni l'envie de payer l'imposition tout de suite et qu'on préférait la payer à la sortie sans faire un cours théorique sur SCI et IRIS, je pense que voilà, on peut se renseigner assez facilement sur internet. Finalement à l'IS l'impôt qu'on paie pas au quotidien on le paie à la sortie grosso modo, et nous on préférait se dire ok, dans quelques années on sera plus confortable pour payer de l'impôt qu'on ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va construire. Et donc 2013, première SCI à l'IS. On achète des locaux d'activité, donc des locaux mixtes qui sont assez intéressants parce que c'est locaux mixtes à la fois bureau plus local d'activité. Donc ça veut dire local pour stocker, avec très grande hauteur sous plafond, porte sectionnelle. Donc un bon mix qui me fait dire, ok, je peux l'utiliser moi aujourd'hui parce qu'on peut amorcer des activités e-commerce à l'intérieur. Je peux héberger aussi ma boîte de conseil en stratégie digitale et agence web. Et finalement, demain, si on n'en a plus besoin et qu'on doit scaler pour aller plus grand, et c'est ce qu'on a dû faire d'ailleurs quelques années après, ça pourra toujours se louer.
Malheureusement, alors j'avais raison parce que ça pouvait se louer, mais on n'est pas tombé sur le bon locataire et donc on a essuyé quelques plâtres. Vous étiez vous-même locataire pour une partie et l'autre partie vous le mettiez en location en fait, c'est ça hein? C'est exactement ça. Ma boîte était locataire des bureaux. Au départ, on était locataire de tout. Après, on était locataire des bureaux et on louait le local d'activité à quelqu'un d'autre parce que on a dû scaler en termes de place sur nos activités e-commerce et qu'on avait besoin d'autre chose. Donc, on a loué un local encore plus loin. Et après, on a dû encore scaler davantage et on a dû prendre 300 mètres carrés encore plus près de Toulouse pour nos activités e-commerce et physiques parce qu'on avait aussi un magasin physique relatif à notre activité e-commerce. Voilà. Donc, grosso modo, entre 2011 et 2015, fin 2015, on s'est concentré sur des activités entrepreneuriales. Sabrina avait quitté aussi le salariat pour entreprendre ensemble. Et donc, on a monté des activités e-commerce, plusieurs, et aussi, comme je disais, des magasins physiques dans l'univers du vélo. Voilà. D'accord. Donc, Sabrina, tu faisais partie de l'aventure dès le départ, en fait, sur l'entrepreneuriat. T'as quitté ton job à ce moment-là, quoi. Alors, je suis arrivée une année après que Julien ait démarré. En fait, j'ai perdu mon boulot. Donc, je n'ai pas quitté mon travail pour suivre Julien, mais je l'ai perdu et c'est Julien qui m'a dit, mais viens, on va bosser ensemble et on va faire de belles choses. Bon, on a fait de belles choses, mais je suis revenue dans le salariat quand même. J'ai moins l'âme d'entrepreneur que Julien, moi, et moins de goût du risque. T'étais avant ça, donc le job que tu disais que tu avais perdu, c'était aussi dans les ressources humaines ou c'était Oui. Carrément autre chose? D'accord. Ouais, c'était toujours dans les ressources humaines, ouais. Ok. Oui, c'était l'occasion ou jamais, quoi. T'étais sans activité. Julien, apparemment, toi, tu étais à fond, comme tu dis, super focus sur monter une boîte qui doit pas être rien, parce que sur l'univers du web, ça doit être très compétitif, j'imagine, comme secteur. Donc ouais, c'était l'aubaine, quoi. Enfin, le moment de se lancer, quoi. Ouais, tout à fait. C'était voilà. Bon, moi j'étais vraiment focus là-dessus. Plusieurs activités e-commerce dans plusieurs domaines en plus, donc c'est très enrichissant parce que on avait un site e-commerce dans le chocolat haut de gamme, donc ça nous a permis de découvrir l'artisanat, le chocolat. On avait donc l'activité principale qui était celle de vélo avec un magasin physique, donc des problématiques aussi retail qui étaient importantes. On avait une activité dans la protéine pour les bodybuilders, qui était un univers aussi très à part, mais très très intéressant et très fidélisant, parce que vraiment, gros panier moyen, grosse récurrence d'achat, dans la cosmétique, dans le bio, enfin, on avait pas mal de choses. Waouh, yeah, ouais. Et ça a bien avancé et jusqu'à aujourd'hui, même ça a bien grossi, ça continue de tourner, ou c'est un truc que ça a été une parenthèse en fait? On a tout soldé à ce jour. Certains sites existent toujours parce qu'on en a revendu à des gens qui les ont conservés. Et on en a revendu d'autres à des gens qui les ont crachés. Et puis nous-mêmes, on en a craché aussi. C'est quand même la vie d'un entrepreneur, c'est de vivre plus d'échecs que de réussites. Et donc, il faut démultiplier finalement pour démultiplier les tests pour arriver à des réussites. Et c'est ce qui posait, je pense, aussi un problème à Sabrina, c'est que vivre des échecs, c'est pas facile, surtout quand on le vit en même temps et qu'on vit le même, avec des contraintes familiales, etc. Ouais, parce que là, pour le coup, tout est concentré, quoi. Donc, il y en a pas un qui peut forcément remonter le moral à l'autre. Tout n'était pas rose. Sabrina peut en témoigner. On a passé des années très difficiles, où on se demandait comment on allait remplir le frigo à la fin du mois. Malgré tout, on avait des belles boîtes avec des belles perspectives. C'est ça qui est un peu paradoxal dans la vie d'un entrepreneur qui n'est pas Elon Musk ou Jeff Bezos, d'un entrepreneur plutôt modeste et on va dire normal, pour reprendre un terme de François Hollande. Mais voilà, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que on a des boîtes qui ont des valorisations, on peut faire rentrer des investisseurs à l'intérieur, mais on peut aussi galérer à remplir le frigo à la fin du mois si on veut pas appauvrir sa boîte. Et comme moi j'étais j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que je me suis jamais payé 1 euro de dividende sur les boîtes que j'ai créées parce que j'ai toujours gardé l'argent dans les boîtes pour développer autre chose. Ça peut vite devenir frustrant, surtout au sein d'un couple. Voilà. Ouais, j'imagine. Et puis, il y avait les enfants qui avaient pas, enfin, j'imagine ils avaient autour de 15-16 ans, c'est à l'époque. Donc, il y avait ça aussi à gérer. Enfin, on va dire, ils étaient quand même, ils étaient un petit peu déjà indépendants, non, à cet âge-là? Non, parce qu'on en a un petit qui a actuellement 11 ans, donc. Oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Donc on avait la famille qui nous aidait, heureusement, parce que on travaillait quand même. Alors parfois, ça nous est arrivé de travailler 7 jours sur 7. La plupart du temps, c'était 6 jours sur 7. Donc en fait, on voyait les enfants que le dimanche. Parfois. Waouh. Et ça a duré 7 ans, enfin 5 ans alors, enfin 4 ans quoi, de 2011-2015 quoi. Ouais, c'est ça. Ça a duré 4 ans et ce qui laissait forcément peu de place à l'immobilier. Et puis on s'est épuisé en fait. On s'est épuisé, donc
fin 2015 quand on a craché une boîte qui franchement avait pas mal de potentiel mais dont on manquait de moyens. Puis moi j'ai fait aussi quelques erreurs de gestion de trésor, de stock, etc. Bon, c'est comme ça qu'on apprend et je pense qu'il faut les accepter et justement les utiliser pour devenir plus fort. Finalement, on a tous eu, enfin Sabrina a eu l'opportunité de retourner dans le salariat. Et moi aussi, j'ai eu l'opportunité de retourner dans une boîte que je connaissais déjà, dans laquelle j'avais travaillé, mais à un poste beaucoup plus important. Et du coup, j'ai saisi cette opportunité-là. Et je suis redevenu salarié en même temps que Sabrina, quasiment quelques mois après, donc en 2016, début 2016. D'accord, ouais, ok. Retour un petit peu sur sur l'autre ligne, comme le millionnaire fast lane, tu vois, retour sur le slow lane pour un petit moment, le temps de préparer la suite. Et là, c'était déjà le but pour vous, l'immobilier qui allait prendre le relais sur la création de revenus ou... Pas encore, parce que j'avais toujours cette envie encore d'entreprendre. Hein. Quand on l'a, c'est quand même assez inné. Finalement, dans cette boîte, j'ai refait 2 ans. Puis fin 2017, c'est ça, fin 2015 à peu près, à fin 2017, je suis parti. Je suis retourné indépendant. J'ai voulu investir dans l'immobilier, mais en tant qu'indépendant, c'était un peu compliqué. On le vit souvent en France, c'est quand même assez compliqué. On a ce CDI qui colle à la peau. Et au final, une boîte est venue me chasser, la boîte dans laquelle je suis toujours actuellement. Une boîte est venue me chasser sur LinkedIn. Et finalement, l'opportunité qu'offrait cette boîte en termes de challenge, qui était assez structurant pour la boîte, sur la transformation digitale et de l'e-commerce, plus le fait que ça allait nous débloquer pour investir dans l'immobilier, parce que en fait, quand on a regardé en arrière, on s'est dit merde, 2010, 2011, si on en avait fait un par an, regarde où on en serait aujourd'hui, avec tout le capital restant, le capital qu'on avait amorti, la valorisation du patrimoine, parce que les prix avaient vraiment flambé sur Toulouse. On s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on a loupé, quoi. Et quand on fait des règles de 3, on se rend vite compte qu'au final que on a loupé quelque chose. Donc là, c'était l'opportunité de se dire, OK, je saisis cette opportunité de revenir dans le salariat. Tant pis, je fais une croix sur ma flexibilité au quotidien. Sabrina, elle est rassurée parce que y a du salariat, il y a moins de risques. Et on réinvestit dans l'immobilier. Mais par contre, on le fait à la Julien. Donc on le fait massivement, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Il y avait entre 2015 et 2017 possibilité quand même avec le CDI de Sabrina de peut-être faire quelque chose en IMO, quoi. C'était ça l'idée, quoi. Même si toi t'étais indépendant, Julien, à cette époque-là. Il y en avait, mais franchement, on n'avait pas la tête à ça. On n'avait pas trop la tête à ça, et je sais plus exactement pourquoi en 2017 ça c'est revenu sur la table, mais je pense que c'est en faisant finalement un petit bilan. Hein, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, parce qu'on s'était rencontrés en 2007. Donc 10 ans, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sabrina, on a une différence d'âge aussi, hein, c'est important, on l'a pas précisé, mais on a 11 ans de différence, donc il y a aussi cette différence de volonté finalement d'avancer à la même vitesse pour le même but, et aussi le taux d'effort quotidien n'est pas le même aujourd'hui à 36 qu'à 47 ou hier à 25 qu'à 36, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y avait ce bilan qu'on a fait sans s'en rendre compte au final. Mm-hmm. Ouais, avant cette étape où vous avez enchaîné, en fait, c'était cette prise de conscience fin 2017 que la prochaine étape, effectivement, il fallait, ça serait bien de la construire de façon un peu rapide. Enfin, là, je suis en train de mettre des mots dans votre bouche, hein, je sais pas, mais j'imagine que comme vous avez vécu en fait un peu d'immobilier, de l'entrepreneuriat, vous avez déjà, une expérience justement de risque très riche d'avoir vécu ces différents statuts. Où là, fin 2017, j'ai l'impression que c'est vraiment le moment où la nouvelle étape arrive, et en fait, c'est l'idée de se projeter là. Et bon, à 30 ans, etc., on se dit, bon, plus loin, oui, effectivement, on arrive pas très loin de la retraite. Enfin, si la retraite est à 60, quoi. C'était déjà, très mûri, très posé, très organisé comme ça, ou finalement, ça s'est un peu plus fait progressivement que ça? Je vais répondre, et puis Sabrina, si tu pourras compléter si besoin. Je sais pas si c'était mûri, parce que en tout cas de mon côté, je suis plutôt quelqu'un qui prend des décisions très spontanées, et je suis assez radical comme gars, donc du coup je me dis OK, quand on y va. Puis je me pose beaucoup plus de questions après qu'avant, mais au moins c'est fait. C'est ce que je me dis. Il y a aussi quelque chose quand même qui est important. On n'a pas parlé, mais en 2008, avant les investissements immobiliers, on avait acheté une résidence principale. Voilà, c'était notre premier investissement au final ensemble dans l'immobilier, c'était la résidence principale en 2008, donc avant les LMNP, puisqu'on avait cette famille à héberger avec les enfants de Sabrina, et puis le petit qui allait arriver en 2010. Du coup, on avait quand même déjà aussi une résidence principale,
qui avait été pas mal amorti depuis. On savait que ça avait pris de la valeur, hein. C'était une maison avec un grand jardin, piscine, à 15 minutes de Toulouse, donc plutôt bien positionné. Et donc on s'est dit, ok, on a quand même de la valeur, on a créé du patrimoine, il y a quelque chose à faire. Donc pourquoi on le démultiplierait pas? Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, banco, on y va. Mais je pense pas qu'on s'attendait à ce moment-là à le faire aussi massivement et à en être là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi le rythme sur ces investissements 2018? Grosso modo, entre printemps 2018 et printemps 2019, on a acquis 11 biens. Donc ça fait et j'ai regardé du coup justement l'autre fois je faisais un petit récap et donc j'ai bien regardé toutes les dates des actes et c'est vraiment ça, c'est dans les 12 mois glissants, on a fait 11 acquisitions, donc quasiment une par mois, dont un changement de résidence principale. Parce qu'on s'est rapproché de Toulouse, parce que maintenant on habite dans Toulouse, et du coup, avec une autre dimension aussi sur la résidence principale, avec des valorisations quand même un peu différentes, et des appartements aussi assez différents. Waouh. Sabrina, t'avais signé pour ça? Non, pas vraiment. Mais bon, il fallait bien que je m'attende à ça, parce que bon, connaissant Julien, quand il démarre, il fait pas les choses à moitié. Par contre, elle a été obligée de signer quand même en bas des actes, hein, et pas rater les pages. Après, j'en suis très contente. Hein. Alors, heureusement, on a un notaire qui utilisait déjà très fortement la signature électronique. Ça nous a évité des tendinites au poignet parce que. Ouais, à ce rythme-là, c'est clair, quoi. Faut pas avoir en effet un accident de vélo ou quoi, parce que tu peux plus signer tes actes, quoi. Ok, mais il t'avait prévenu quand même, Sabrina, qu'on allait faire, on va faire 11 biens en 12 mois. Pas du tout. Je sais pas à quel moment il m'a présenté les choses, mais bon, à chaque fois qu'il me disait ouais là j'ai repéré un truc, j'ai fait une offre, et je me dis mais c'est pas possible. Mais si, t'inquiète. Bon bah voilà. Donc la première fois, je me dis non, c'est bon, ça va pas passer. La deuxième fois, troisième fois, puis voilà, c'est passé 11 fois. Ça passe toujours. Alors, il y avait deux trucs que je voulais explorer avec vous sur cette phase-là que je trouve un peu fascinante, on a patrimoine. Évidemment, la première, c'est la phase opérationnelle, la phase comment faire vis-à-vis des banques, vis-à-vis des rechercher le bien, trouver le réseau, faire les travaux, enfin gérer l'organisation, la logistique, etc. La partie investisseur. Et puis peut-être dans une deuxième partie, on pourrait avoir vraiment la façon aussi dont vous l'avez géré en couple, avec la répartition des rôles et qui a fait quoi et voilà comment ça s'est passé quoi. Mais bon, déjà sur la première partie du coup, est-ce que, je sais pas, il y en a tellement des biens que du coup on va peut-être pas les faire un par un, mais en gros, il y a une ligne directrice en fait, une chose qui, d'après vous, vous a permis de réussir et notamment de pas être bloqué avec le taux d'endettement notamment, ou de toujours trouver des bonnes affaires et d'enchaîner. Ça a été quoi en fait? Alors, en fait, la stratégie, elle est pas forcément cohérente avec le fait de pouvoir enchaîner au sens qu'on peut le lire souvent, c'est-à-dire il faut des biens à cash flow pour pouvoir enchaîner pour que la banque suive. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est continuer d'acheter dans le triangle d'or de Toulouse, continuer d'acheter de l'emplacement et encore de l'emplacement, avec les prix de 2018 et plus les prix de 2010 et 2011, donc qui étaient quand même 40% ou 50% même des fois plus chers selon les quartiers. Mais c'est pas grave. Donc la rentabilité forcément était moindre que sur nos premiers investissements qu'on avait toujours à l'époque, hein, puisqu'on ne les a revendus qu'en 2020, les deux premiers. Donc là, on s'est dit, on fait quelque chose qui fonctionne parce qu'on connaît ça. Ça fait 10 ans enfin pas 10 ans, mais 8 ans qu'on a le pied dedans. Et donc on va continuer à faire la même chose parce que ça fonctionne, qu'on n'a jamais eu un seul impayé, jamais eu un mois de vacances locatives, et que certes, on gagne pas notre vie avec, mais est-ce qu'on a envie de gagner notre vie avec? Et la réponse était non. On a envie de créer du patrimoine pour demain. Et je crois qu'il y a une particularité aussi sur les couples investisseurs par rapport à des gens qui sont peut-être célibataires ou autres, c'est qu'il y a cette notion patrimoniale qui est beaucoup plus importante que la notion du cash flow pour certains. Et finalement, on a vite fait, quand on est tout seul, de vouloir faire plus de cash flow que de patrimonial parce qu'on n'a pas cette vision de la transmission, on n'a pas cette vision de la famille, on n'a pas cette vision de la foncière familiale, par exemple. Et nous, c'était un peu la vision qu'on avait. Et donc, tous les investissements qu'on a fait sur ces 12 mois-là sont des investissements qu'on peut plus juger de patrimoniaux que d'investissements à cash flow. Voilà. Malgré tout, on a des investissements qui généraient quand même pas mal de cash, et notamment avec de la location courte durée sur le centre-ville de Toulouse.
Et tu peux me donner peut-être un exemple justement pour de type de enveloppe globale avec travaux et type de cash flow, on va dire, régénéré et puis éventuellement plus-value à la revente. Enfin, actuellement, Je peux donner un exemple là qui me vient en tête qui est intéressant. Donc c'est un T1 bis en duplex qui fait 25 mètres carrés au sol, donc avec une chambre en duplex. Qui est dans le centre-ville de Toulouse, mais pas dans l'hypercentre. Lui, et pour le coup, est pas dans le Triangle d'Or, mais il est quand même très très centre-ville, entre la gare et l'hypercentre. Prix d'achat une fois négocié, parce qu'à l'époque on pouvait encore un peu négocier, ce qui a plus trop été le cas après quand on a continué les acquisitions en 2019 et depuis. Mais à l'époque on pouvait négocier, donc c'est un bien qui était à 108 000 euros. On l'a négocié à 88 000 euros, donc c'était une énorme négo pour le marché de Toulouse, qui était quand même déjà un peu tendu malgré tout. 88 000 euros. On a fait 15 000 euros de travaux où on a complètement réaménagé l'appartement. Voilà, on a mis une cuisine à la place d'une salle de bain. La salle de bain, on l'a montée à l'étage. On a fait plein de choses. Et on l'a mis en location courte durée. Et ça a été notre première expérience avec la location courte durée, le Airbnb et le Booking. Cet appartement, donc il a cartonné. On avait des taux d'occupation entre 95 et 100% tous les mois. Et moi, j'étais un obsédé de la statistique. Donc en fait, dès qu'il y avait une nuit de libre, même si notre conciergerie voulait pas faire du une nuit parce que c'était trop compliqué par rapport au linge, etc., je l'ai prié pour qu'on puisse ouvrir le calendrier et faire du 100% parce que j'étais obsédé par les stats. Et donc j'étais quand même très impliqué dans le pricing, très impliqué dans ça. Mais par contre, on déléguait après toute la partie opérationnelle en dehors de ça à une conciergerie. Et malgré tout, après avoir payé les 20% de commission de la conciergerie, le crédit, l'électricité, l'internet, etc., qui est à notre charge sur la location courte durée, il restait entre 850 et 900 euros de loyer net pour nous. Alors pas net d'impôt, mais net de charge. Là où l'appartement en location longue durée, puisqu'on l'a fait ensuite, le Covid, on a dû le passer en longue durée pendant quelques mois, là où on le louait 650 euros. Voilà. On aurait pu le louer plus cher, mais on l'avait loué 650 euros. Mais même 650 euros, ça fait en termes de cash flow, même si tu prends un crédit 110% sur ce bien-là, on est quoi, enveloppe globale, on est à 100 000. On a 492 euros de mensualité. Donc il reste un billet de 200. Oui, après 150 euros. Ouais. Après, t'as un peu de charge, quoi. T'as de la charge de copro. Oui, c'est vrai. T'as du foncier. Bon, le foncier est pas très élevé à Toulouse en centre-ville. Pour le coup, historiquement, on a cet avantage-là. On a des taxes foncières qui sont beaucoup plus élevées en dehors du centre-ville qu'en centre-ville. Donc ça, c'est plutôt bien sur le secteur toulousain. Mais voilà, là pour le coup, en location courte durée, ça dégageait beaucoup de cash flow pour un bien patrimonial, puisque ça reste un bien de grande ville. Ouais. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, après, des exemples, on en a d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé à élargir la surface un petit peu et qu'on est allé sur du T2, alors qu'on était très focalisé sur du studio et T1, T1 bis. Et on a commencé à aller sur du T2, 40, 45, 50 mètres carrés. Donc là, forcément, les prix d'achat étaient beaucoup plus élevés et les rentabilités étaient beaucoup plus compliquées à trouver, forcément, même en courte durée. Mm-hmm. Par contre, notre réflexion là-dessus, c'est se dire, il y a un enrichissement latent qui est important parce que le capital amorti chaque mois, il est beaucoup plus important que sur un studio. Et donc, on va créer de la richesse latente beaucoup plus rapidement qu'avec un studio. Voilà, malgré tout. Pour finalement un bien. Pourquoi l'enrichissement est plus rapide sur un T2 qu'un studio? Parce que finalement, pour le même investissement temps, tu vas rembourser une mensualité de 1 000 euros par mois, dont 700 euros de capital, là où sur un studio, tu vas rembourser 350 euros de capital et l'effort sera exactement le même. D'accord. On va dire à cash flow comparable ou à autofinancement comparable, tu t'enrichis 2 fois plus vite avec un T2 à terme. Oui, tout à fait. Ouais. Donc tous les biens sont finalement autofinancement plus, quoi, si je peux comprendre. Enfin, il y a pas d'effort d'épargne notable, mais il y a pas non plus énorme cash flow, sauf si exploité en LCD, quoi. Voilà. Alors sur ces biens-là acquis en 2018, après notre stratégie a un peu changé, elle est venue se diversifier et compléter. Donc aujourd'hui, on a un parc qui ressemble plus forcément trop à celui-là, qui est beaucoup plus diversifié. Et comment vous répartissez encore les rôles sur la gestion peut-être, ou est-ce que toi, Sabrina, tu t'es plus axée sur la partie justement gestion locataire, choses comme ça, ou pas? Alors j'avoue que j'ai énormément délégué à Julien toute la partie financement, etc. C'est lui qui gère tous les chiffres, c'est lui. Bah, de toute façon, il a tout en tête, donc.
Donc c'était plus facile, hein, parce que moi je suis obligée de tout noter. Et même Moi aussi d'ailleurs. et même la recherche des locataires, etc. J'ai vraiment beaucoup délégué, je l'avoue. Mais parce qu'on a trouvé un équilibre comme ça, parce que lui, lui, il est à fond et ça le passionne de s'occuper de tout ça, et que moi, il faut quand même que je m'occupe des enfants. Voilà. Ouais. Donc j'ai quand même donné des coups de main, évidemment, les week-ends quand il fallait démolir du placo et puis charger les sacs, aller à la déchetterie, etc. Voilà, j'ai quand même passé quelques week-ends, mais voilà, ça, il faut s'organiser pour les enfants, etc. Et quand je suis avec lui, je suis Ouais. pas avec eux. Donc il faut trouver des solutions pour les faire garder, etc. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup occupée des 2 premiers, et là je m'en occupe vraiment pas beaucoup. Ouais. J'avoue. Ouais, d'accord. Et ouais, et j'imagine que c'est comme ça aussi que vous êtes répartis les rôles dans cette phase-là, qui bénéficie aux deux, parce que vous achetez. Alors, on n'est pas trop venu dans le montage, mais j'imagine que vous achetez à deux, ou en SCI ou en nom propre sur ces biens-là. En fait, on achète en nom propre pour optimiser la LMNP. En fait, comme on a des revenus qui sont quand même confortables, on peut aller assez loin sur la LMNP, même avec du Airbnb. Au final, on peut aller assez loin sur la LMNP. Donc, notre but, c'est d'optimiser la LMNP de sorte à ce que ça flirte avec les 50% de revenus du foyer, hein, pour pas passer en LMP. Et parce qu'on a beaucoup, comme on a fait beaucoup de travaux et de rénovations, on a beaucoup de déficits reportables, et que en passant en LMP, on va perdre ce déficit reportable jusqu'à ce qu'on revienne en LMNP après, hein, parce qu'on le récupère après. Donc, on peut pas se permettre aujourd'hui de perdre autant de déficits et puis de tomber dans une fiscalité à LMP qui est beaucoup moins avantageuse pour nous puisqu'on a d'autres activités à côté. Pour le coup, on a voulu maximiser ça. Et puis après, donc on flirte toujours avec ce niveau-là et on arbitre si besoin. Et après, on a une SCI à l'IS qui nous permet de continuer à investir. Donc à titre un petit peu plus professionnel, ça nous coûte un peu plus cher forcément, les emprunts, etc. Parce on est considéré comme pro au sens bancaire. Mais par contre, on peut démultiplier à souhait, puis on peut faire du nu, on peut faire du meublé, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi, du commercial. Mmh. La SCI, vous l'avez pris parce que le banquier vous a dit c'est mieux de prendre une SCI pour la suite. C'est ça à peu près La SCI, on l'avait depuis 2013 quand on a acheté nos locaux d'activité, et donc du coup, on l'a gardé, on a soldé nos locaux d'activité, je crois en 2016, un truc comme ça, qu'on a revendu 2016 ou peut-être même après. Bref, on a revendu ça, donc on a récupéré un petit peu de cash parce que bon, on l'a vendu à perte pour le coup le local, parce qu'on était un peu pris à la gorge, mais bon, on a dû solder. Par contre, vu qu'on avait amorti beaucoup de capital, du coup, on a quand même récupéré un peu de sous, et donc du coup, ça nous a permis aussi de laisser cet argent dans la SCI et de réinvestir avec à partir de 2019 au final, fin 2019. Ouais. D'accord. C'est sur cette année 2018 très on va dire très intense. Julien, t'as pas dû beaucoup voir ton fils. C'était comment le rythme au quotidien pour trouver un bien, aller chercher un financement, faire les travaux, mettre en location. Comment C'était ouais. c'était très intense effectivement. Alors bon, quand t'aimes ça, tu le vois différemment, hein. C'est vrai que quand t'en parles avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu, etc. de l'IMO, d'entrepreneuriat, et tu te dis mais t'es un extraterrestre. Mais en fait, quand tu le vis toi et que tu le vis pleinement, parce que ça devient une passion, tu le vis pas pareil. Par contre, alors au niveau de l'équilibre pro, j'avais pas de problème parce que voilà, je faisais la part des choses et qu'il y avait le pro et que j'avais des enjeux sur le côté pro. Et puis je le dis souvent à mes équipes aussi, parce que j'ai des équipes qui aujourd'hui sont quand même de taille, voilà, j'ai une équipe de 20 personnes au boulot. Je leur dis vraiment, j'ai une chouette équipe et je perds pas trop de temps avec des conneries de management à la con, que d'autres managers voilà, peuvent passer 3-4 jours à gérer du social toute la journée avec leurs équipes. Moi, c'est pas le cas. J'ai une super équipe et franchement, j'en suis très content, et je les remercie aussi pour ça parce que ça me facilite grandement les choses. Et donc, du coup, ça me pourrit pas l'esprit. Et c'est important d'avoir un esprit, je pense, aussi dégagé pour pouvoir investir comme ça. Après, le temps, faut le trouver. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais beaucoup de triathlon. Comme le dit Sabrina, quand je fais les trucs, je les fais à fond. Donc, je faisais beaucoup de triathlon pour le coup. Donc, 10-15 heures d'entraînement par semaine. Des fois même plus quand il y avait des choses à préparer. J'ai arrêté le triathlon et puis j'ai remplacé par l'immobilier. Donc, finalement, j'ai pas trop vu notre fils.
Vraiment ces périodes-là, mais en même temps, quand on entreprenait finalement ensemble, Sabrina et moi, avec dans l'activité vélo et les activités e-commerce, on le voyait pas non plus beaucoup. Mais là, au moins, Sabrina était là, je le voyais moins, mais je construisais aussi pour lui. Et je sais que c'est difficile à comprendre. Et moi, j'ai toujours ça en tête. En fait, ce qu'on fait là, Sabrina et moi, c'est construire pour lui, construire pour les enfants, pour demain, hein, donc pour les filles de Sabrina, mais aussi pour Evan, notre petit dernier. Et on se dit qu'un jour, tout ça, ils s'en rendront compte. Voilà. Et s'ils s'en rendent pas compte, ils le palperont finalement d'une façon ou d'une autre. Donc, soit en palpant de la pierre, soit en palpant de l'argent, soit en ayant une facilité si demain, eux, ils veulent investir quelque part, quoi. Ouais. Et toi, Sabrina, pendant que Julien bûchait sur cette partie-là, c'était pas, enfin, pas compliqué de peut-être expliquer aussi par rapport à l'enfant que voilà, on est dans une phase où parce que les enfants ils comprennent pas forcément ça qu'on construit même si c'est pour eux, quoi. Comment tu l'as géré cette phase-là? Alors effectivement, construire pour eux, ça, ils le comprennent pas. Voilà, clairement. D'ailleurs, quand on lui dit aujourd'hui, mais tout ça, un jour, ça va t'appartenir, il nous dit, moi, je vends tout. Voilà. Ah bah bravo. Donc non, il comprend pas. Et c'est vrai que lui, ce qu'il retient, c'est papa, on le voit jamais. Mais on parle beaucoup d'éducation financière des enfants. On entend souvent parler en France, on n'éduque pas les enfants, il n'y a pas de cours de finance à l'école, etc. Enfin, au moins de gestion d'argent de poche, etc. C'est vrai, mais je pense qu'il y a un âge quand même minimum pour ça. C'est-à-dire que Evan, il a beau être très 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 brillant et assez mature pour son âge, à 11 ans. Voilà quoi, c'est pas évident de comprendre pourquoi papa il va casser de la brique le week-end et que ça lui bénéficiera à lui demain, quoi. Enfin, c'est quand même un gap, quoi, entre gérer son argent de poche pour acheter des cartes Pokémon et comprendre le levier bancaire, quoi. Enfin, c'est un peu voilà. Ouais, différer le plaisir, c'est pas encore trop son truc, quoi. Ouais, voilà. Ouais, je pense que ils vivent l'instant présent et c'est vrai que ce qui va se passer dans la c'est normal. Ils s'en fichent un peu. Ouais, non, mais complètement. Et c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas non plus, parce je comprends tout à fait votre état d'esprit. Et quand tu dis que t'es entrepreneur, que tu vas à fond, Julien, je suis un petit peu aussi de cette manière-là. Et on voit vraiment, enfin, ça doit être dur aussi de se restreindre, sachant que voilà, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on va réussir. Et donc il faut tout donner, parce que si tu donnes pas tout non plus, il n'y a pas de réussite que tu escomptes. Et je pense que c'est pas non plus la solution, mais il y a des sacrifices, quoi. C'est ce que j'entends un peu dans votre discours un petit peu. Il y a des sacrifices finalement physiquement, parce qu'on n'est pas présent physiquement, et puis on sacrifie aussi une part de notre santé, hein, physiquement, mais il y a aussi des sacrifices moralement et beaucoup de charges mentales aussi à gérer tout ça, qui peuvent finalement pas mal impacter l'ambiance dans une famille, l'ambiance dans le couple. Et c'est difficile de faire la part des choses quand on reçoit un message sur Airbnb le soir. Sur la messagerie Airbnb le soir à 23h d'un locataire qui est au Portugal, parce qu'on a des biens aussi dans le sud du Portugal, du coup de se dire le mec il est en train d'essayer de nous pourrir la soirée, quoi. Enfin parce que mais on a eu des trucs, enfin je peux raconter cette anecdote, je pense elle est marrante. Donc le mec envoie des messages pour dire il vient d'arriver, il passe une nuit à l'appartement, très bien. Bon, franchement, c'est un super appartement qu'on a bien meublé, bonne literie et tout. Et puis le lendemain soir, donc à 20h, donc ça c'est quand même, il a passé toute la journée après sa première nuit. À 20h, il nous envoie un message pour dire j'ai pas dormi de la nuit. Vous avez des bedbugs, donc des puces de lit. Voilà, c'était un anglais le mec. Vous avez des puces de lit, c'est inadmissible. Je veux un remboursement. Intégral du truc, voilà, et je vais porter plainte, etc. Et il nous envoie des photos donc de son torse, etc. avec des piqûres. Il dit j'ai appelé mon médecin qui était je ne sais plus quelle ville d'Europe, il m'a confirmé que c'était des puces de lit. Et on venait de changer la literie. Et puis on avait eu des locataires, des voyageurs là, la semaine d'avant, et tout s'était très bien passé. On avait récolté 5 étoiles sans aucun problème. Et là, on dit c'est pas vrai, il y a un loup. Donc on envoie du coup notre conciergerie sur place qui essaie de voir avec lui, le mec furax, voilà. Et ça dure peut-être 1h30 un dimanche soir.
Donc on aura attaqué la semaine un dimanche soir de 23h à minuit et demi dans le lit, quoi. À gérer ce genre de truc pour un mec qui voulait tout simplement nous arnaquer, quoi. Et ça, forcément, ça plombe l'ambiance, ça plombe le moral. Et tout ça, c'est une anecdote, mais il y en a plein d'anecdotes comme ça. Et tous les loueurs à courte durée ont plein d'anecdotes. Et on en voit tous les jours sur Instagram des gens qui se font pourrir des appartements. Nous, ça nous est arrivé aussi, des milliers d'euros de dégâts. Et ça, c'est difficile de rentrer à la maison le soir ou d'aller au boulot le matin en faisant la part des choses. Ouais, c'est clair. La division pro-perso, là, elle est vachement fine, quoi. Elle est pas facile à choper, quoi. Et donc pour les enfants, au final, pas évident aussi finalement de se remettre dans une bulle familiale hors contexte et de faire en sorte que cette irritation qu'on a eue par la problématique liée à l'immobilier, elle s'évapore dès qu'on passe la porte de la maison. Mais les gens le vivent pareil au boulot, hein. Enfin, c'est très difficile de faire la part des choses, quoi. Aujourd'hui, si on se reprend, vous avez enchaîné ensuite derrière d'autres biens. Si on fait un peu le tour de ce que vous avez en patrimoine immobilier et puis du cash flow que ça vous dégage, juste pour savoir, pour se rendre compte surtout du niveau en fait on va dire d'autosuffisance que l'immobilier peut vous apporter. Vous avez la possibilité de partager ça ou... Ouais, je peux en dire un peu. En fait, aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine de biens entre les acquisitions qu'on est en train de finaliser, etc. Donc un peu plus d'une vingtaine de biens avec des fortes valeurs patrimoniales. Et en fait, ça va en surprendre plus beaucoup, mais le cash flow qui ça dégénère, j'en ai strictement aucune idée. Parce qu'encore une fois, c'est pas du tout notre stratégie. Notre stratégie, c'est d'emprunter massivement pour que demain on puisse arbitrer. On pourrait faire énormément de cash flow si en fait on arbitrait notre patrimoine un petit peu davantage là maintenant. L'obsession du cash flow en empruntant à 110%, c'est pas du tout notre dada, quoi. Voilà, nous on veut montrer aux banques qu'il y a du patrimoine net aussi, qu'il n'y a pas que de l'endettement et qu'il y a une marge hypothécaire qui est quand même plutôt acceptable, quoi, pour la banque. Donc au final, en termes de cash flow, franchement, j'en sais rien. Par contre, si on solde tout aujourd'hui et qu'on aurait investi que du patrimoine net dans l'immobilier, on peut dire qu'on peut générer peut-être 150 000 euros de cash flow, dépendamment de comment on les avertit par an. Voilà. Donc oui, on pourrait dire ok, oui, je peux arrêter de travailler aujourd'hui, vivre de l'immobilier, mais est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout. Tu vois, c'est pas l'état d'esprit, quoi. Voilà. Et est-ce que quand on fait un peu le constat que bah oui, finalement on peut aujourd'hui prendre sa retraite, quelle est votre, on va dire simplement en fait, quelle est votre vision par rapport à la retraite, si ce mot a encore du sens pour vous? Je pense qu'on n'a pas le même objectif, Julien et moi. Moi, je suis plutôt contente de travailler et je m'épanouis dans mon job. Donc, je me vois pas en fait m'occuper des appartements parce que c'est pas quelque chose dans lequel je pourrais m'épanouir. Voilà, j'ai besoin de me challenger sur mon boulot. J'ai besoin de partager, voilà. C'est vraiment ce que je fais me plaît. Donc l'immobilier, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui est excitant quand on achète un bien. C'est vrai que c'est toujours excitant de récupérer les clés, d'imaginer l'aménagement, les travaux, etc. Mais voilà, je me vois pas vivre de ça en fait. Donc partir plutôt à la retraite, par contre, je suis pas contre. C'est-à-dire que faire ça jusqu'à 65 ans, je sais pas si je vais y arriver. Mais parce que tel que tu l'annonçais là, j'étais convaincu, Sabrina, tu vois, genre tu aimes ton boulot. Pour moi, boulot ou pas boulot, c'est ça que je veux faire jusqu'à restant de mes jours, quoi. Mais non, quand même, il y a une limite. Écoute, 20 ans de plus, je pense que ça va être compliqué quand même. Bon, un peu moins de 20 ans, allez. C'est vrai qu'on n'a pas forcément. En fait, je pense on a le même objectif, mais comme on est dans des timings un peu différents, voilà, faut le dire. Je pense que il y a peut-être aussi cette volonté pour nous de faire un effet de rattrapage, c'est-à-dire que Sabrina, elle serait théoriquement, hein, si on prend la théorie, théoriquement à la retraite 10-11 ans avant moi. Et donc ça veut dire que moi, je vais devoir travailler encore 10-11 ans de plus pour pour jouir d'un temps paisible, on va dire, aux côtés de Sabrina. Tout ça, ça me paraît assez compliqué. Donc du coup, peut-être que cette part d'immobilier aussi pourra nous permettre de prendre des choix et des décisions beaucoup plus anticipées sur le thème de la retraite. Après, moi, la retraite, pour moi, c'est un mot assez populaire dans le sens où ça veut tout et rien dire.
D'ailleurs, on le voit, hein, les rentiers immobiliers, ils sont pas à la retraite. Hein, il y a beaucoup de taf. Comme a dit Sabrina, et je la comprends, elle a pas envie d'aller faire des ménages dans des Airbnb parce que c'est pas son truc, et je la comprends. Et je pense qu'elle s'épanouit plus dans son boulot aujourd'hui que d'aller attendre un voyageur qui a 1 heure de retard, voilà, et d'en prendre plein la tête parce que, je sais pas moi, il y a une poubelle qui a pas été vidée. Donc il y a quand même, cette volonté de faire quelque chose qui nous plaît. Mais moi aussi, je la rejoins là-dessus. Moi, j'adore mon boulot et en plus, je pense que autant elle que moi, on apporte des choses à notre boulot, sinon on serait pas valorisé de cette manière-là. Donc du coup, on n'a pas envie en fait aujourd'hui de tout lâcher pour partir dans une retraite anticipée. Par contre, on a envie, si demain on se pose des questions, d'avoir le choix, en fait d'avoir les moyens d'avoir le choix. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, tout à fait. Et j'avais un invité qui parlait de ça, et peut-être ça va vous allez vous reconnaître aussi dans sa description, parce qu'il disait que ça, en fait, que en fait le problème, c'est quand tu es dans une entreprise, il y a des choses que tu as le contrôle et d'autres choses non. Par exemple, tu as un nouveau chef qui arrive et qui t'a une complètement différente philosophie, qui te casse les oreilles toute la journée. Comme tu dis là, tu étais content de dire bon bah je vais pouvoir activer l'option B, quoi, finalement, et faire autre chose, quoi. Aujourd'hui, moi, par exemple, je m'épanouis vachement dans mon travail parce que je sais que j'en suis pas forcément dépendant. Enfin, j'en suis dépendant, oui, là, parce c'est le choix qu'on a fait. Mais demain, je peux me dire, ok, je suis pas attaché à fond à mon travail. Je pourrais faire totalement autre chose demain. Je pourrais, oui, arbitrer, puis tant pis, on construira plus d'immobilier, on construira pas un gros patrimoine ou un empire, un truc comme ça. C'est pas grave. Tant pis, on va tout solder, puis on va vivre avec ça, et on a largement de quoi l'investir sans problème. Et je pense que le fait justement de pas être dépendant mentalement de son travail nous rend meilleur dans ce qu'on fait. Parce que finalement, tu as plein de gens qui sont attachés à leur boulot parce que c'est très alimentaire, par exemple, ou parce qu'ils sont incapables de se projeter dans autre chose. Parce qu'ils n'ont soit rien investi, soit rien vécu, soit rien entrepris. Et donc pour eux, il y a finalement le seul moyen de gagner leur vie, c'est ce travail-là, et ils y sont accrochés comme jamais. Et donc finalement, ils feront plein de sacrifices et plein de concessions pour ça. Et ça les rend pas forcément très bons dans leur métier, parce que ça leur fait manquer d'audace, d'ambition, de plein de choses, et ça les fait tomber souvent dans un confort qui est un peu malsain. Voilà. Et ça, c'est un peu ma vision des choses, et je le constate quand même avec différents profils que je peux côtoyer, quoi. Alors, qui n'est pas le mien, puisque je change de boulot le mois prochain. Ah, d'accord. Okay. Moi, je pars du principe que quand ça va plus, il faut changer. Donc c'est vrai que je rejoins un peu ce que dit Julien. Je suis attachée à mon métier, mais pas forcément à mon employeur. Voilà. Donc j'aime beaucoup mon métier, mais si mon employeur ne me convient plus, je change. Ouais. Non, c'est intéressant vraiment, parce que aussi on a fait un épisode avec une personne qui parle du Future of Work, Samuel Durand, qui a créé un documentaire Future of Work, et c'est intéressant de voir que effectivement le travail, la notion de travail est en train de changer énormément. Alors c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, elle était déjà différente depuis la France, mais en France on voit les choses de façon différente. Et il y a vraiment un clash entre cette philosophie de dire la liberté, voilà, pas vite pour un patron, je suis enchaîné, et puis la façon de vivre avec son emploi, mais pas au service de son emploi forcément. Et comme tu disais, ça peut être un endroit où tu vois t'as un lien social aussi qui est là, qui est fort, et qui est important pour le mental aussi, pour la charge mentale, auquel on pense pas forcément quand on veut se ruer de façon intensive dans être rentier finalement. Donc c'est intéressant que vous le décriviez exactement de cette manière-là, que c'est en fait une source, plutôt que ça soit quelque chose qui tire de la ressource de vous. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vous apporte ce travail, quelque chose, et tant que ça dure, c'est magnifique, quoi. C'est de l'épanouissement en fait, effectivement, d'aller au travail, c'est de l'épanouissement, effectivement, plus que la recherche de je dois remplir mon frigo. Mais je reste persuadé que de toute façon, plus on vit de choses dans notre quotidien, et meilleur on est, même dans des domaines qui sont pas forcément directement liés à ce qu'on est en train de vivre. Donc, plus on vit d'expérience, plus on enrichit finalement, et on en sort meilleur. On s'enrichit, on en sort meilleur. Donc, je reste persuadé que tout n'est pas incompatible en fait, et que beaucoup de gens
beaucoup de gens se restreignent à faire des choses qu'ils pourraient faire de manière soit beaucoup plus ambitieuse, soit différemment, soit même des choses complémentaires. Mais après, pour en revenir sur la partie IMO, comment on voit la suite des choses? Donc là, si tu veux, on a vraiment baissé la cadence sur 2021. Pour l'instant, on a fait 0 acquisition. On en a une qui est en cours, qui est un immeuble de 2 appartements qu'on divise. On a eu il y a quelques jours l'accord de la mairie et qu'on divise en 6 appartements. Voilà, dans une ville périphérique de Toulouse, enfin une ville périphérique, une ville qui a 30 minutes de Toulouse, dans laquelle on avait commencé à investir quand même assez massivement aussi dès fin 2019 pour justement aller chercher du cash flow et finalement trouver un juste équilibre entre le patrimonial en hypercentre d'une grande ville et puis du cash flow en hypercentre d'une ville qui est plutôt autour de 60 000 habitants. Voilà, mais qui demain va héberger une gare LGV qui va être qui est à 10 minutes en train de Toulouse au final, voilà, et qui est plutôt intéressante pour nous et qu'on connaissait plutôt bien et dans laquelle moi je commence à développer pas mal de projets de marchand de biens. Donc finalement, voilà, quand je te dis en 2021 on n'a pas fait d'acquisition, c'est vrai et c'est pas vrai dans le sens où on a quand même acheté un immeuble de 800 mètres carrés au début de l'année dans cette ville-là. Qu'on est en train du coup qu'on a divisé, etc., qu'on revend en plateau à rénover, donc une opération assez vite qui va se déboucler à la fin de l'année. Donc en moins d'un an, on aura débouclé cette opération de marchand qui va être assez intéressante, quoi. Ouais, sur locatif, t'arrivais un peu à un plafond, c'est ça, et puis maintenant tu développes sur le marchand, quoi, finalement. C'est un peu... Ouais, et puis en fait, comme disait Sabrina, on le gère tout en direct, donc ça fait quand même. Et puis on en a besoin de gérer en direct parce que moi j'ai besoin de feeling avec le locataire, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de taf. Au niveau bancaire, j'ai aussi quand même un peu moins envie de me battre. Tu vois, je suis un peu usé, un peu fatigué de me dire bon, ok, je vais aller encore me vendre comme jamais, passer une semaine à boucler un dossier en béton. Tu vois, j'ai écrit un bouquin l'année dernière sur l'immobilier qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier et je trouve que ça marquait aussi un temps, tu vois, de me dire ok, j'acte des choses sur tout ce que j'ai pu apprendre de l'immobilier. Je partage mon expérience en toute vraiment humilité pour qui veut, quoi, qui a envie de s'enrichir de ça. Et puis ça, finalement, ça a marqué un petit temps d'arrêt en me disant, j'aime l'immobilier, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen aussi de faire autre chose dans l'immobilier? Et cette partie marchand de biens, on va dire, elle a été induite par l'un de mes oncles, qui est lui-même marchand de biens depuis des années, et qui m'a dit, viens, on s'associe et on fait un projet ensemble. Et donc là, en fait, le projet qu'on fait là, c'est le plus gros projet qu'il ait jamais fait. Et moi, c'est mon premier, et en fait, c'est déjà le plus gros projet que lui, il ait jamais fait, alors qu'il y a plusieurs années qu'il est marchand de biens, quoi. Voilà. 800 mètres carrés, c'est quand même de la surface, c'est quand même un gros immeuble. Ouais. Voilà, ça fait pas mal de taf. Ouais, ça te fait du challenge, quoi. Toi qui cherches du challenge, t'es servi, ouais. quoi. Ouais. Mais bon, écoute, tout se passe très bien. On a signé la première acte authentique, la première vente la semaine dernière. Les autres sont prévus là jusqu'à fin septembre. Mis à part une expulsion d'un locataire qu'on doit encore gérer, c'est la vie du marchand. Franchement, tout se passe très très bien et ouais, on se tourne vers déjà d'autres opérations, quoi. D'accord. Ouais, et tu confirmes que pour marchand, pour faire la transition d'investisseur locatif à marchand de biens, tes conseils, enfin, ça serait, enfin, tu m'as dit c'est liquidité, c'est avoir la liquidité auprès des banques, c'est ça le déjà c'est 20 à 30% d'apport. 20 à 30% d'apport, mais qui que tu sois en fait, hein, même si tu es un marchand qui fait 3 millions de sorties de vente par an, au bout d'un moment il y a de l'apport, il faut porter le risque avec la banque peut pas porter seule le risque. Alors après il y a des exceptions, mais les mecs ont toujours quand même du cash, hein, même s'ils les mettent pas forcément dans l'OP, il y a toujours du cash qui est quelque part au chaud dans la banque. Et donc il y a ça, et après attention quand même, parce que beaucoup se lancent dans des opérations dites de marchand. Alors des fois ils le font à titre perso, donc c'est pas vraiment des opérations de marchand, hein, parce que bon, ça a quand même rien à voir. Mais quand t'es vraiment structuré avec une vraie boîte, avec l'étiquette marchand, etc., t'es quand même garant, hein, pendant 10 ans de tout ce qui va se passer derrière. Donc t'as quand même intérêt à connaître ton sujet, et pas que du second œuvre, aussi beaucoup de grosses œuvres. Donc et c'est là la difficulté d'un investisseur pour devenir marchand, c'est que souvent, passer un coup de peinture et changer 3 tuyaux de plomberie, ça semble pas compliqué avec un tuto YouTube. Quand tu dois refaire tout un plancher, toute l'ossature,
une toiture ou que t'as un mur porteur qui est en train de vriller avec un linteau d'une fenêtre qui est en train de vriller et qui porte quand même tout l'immeuble. Tu vois, c'est quand même tu passes pas les mêmes nuits, quoi. Tu passes pas les mêmes nuits que si tu dois changer la cuvette des toilettes, quoi. Tu vois. Voilà. Ouais. Non mais c'est donc il y a cette notion et c'est vrai que je trouve que je vois beaucoup de choses passer sur Internet, etc. Et je vois beaucoup de marchands penser qu'ils sont marchands, mais ils devraient lire quand même un bouquin de plusieurs centaines de pages qui rappelle toutes les obligations juridiques du marchand et que c'est pas des obligations juridiques jusqu'à la revente, c'est des obligations juridiques pendant 10 ans. C'est quand même important, quoi. Voilà. Ouais, c'est autre chose, que c'est vraiment professionnel de l'immobilier, quoi. Faut pas jouer avec ça, quoi. Enfin, c'est pas, ouais. Non, il y a plein. Et puis, il y a l'image. C'est-à-dire que si tu veux enchaîner les projets, il faut que tu fasses des beaux projets. Il faut que ce soit clean. Il faut pas que tu fasses des petites économies. Ça sert à rien. Parce que derrière, tes clients d'aujourd'hui, ça peut devenir tes clients de demain sur un autre projet. Et c'est d'ailleurs la force de mon oncle, c'est que c'est quelqu'un de très, 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 très droit. Et pourtant, la profession a quand même mauvaise presse. C'est peut-être ce mot marchand, ça fait un peu marché ou vendeur de rêves, ou je sais pas, mais marchand de biens. Mais lui, il arrive à finalement de projet en projet à quasiment vendre toujours au même client. Donc en fait, le projet n'est même pas acté, que déjà c'est vendu. Donc la liquidité des projets elle est importante parce qu'il capitalise sur du long terme. Et je crois qu'il faut garder tout ça en tête dans l'immobilier, c'est capitalisons sur du long terme. Ouais. Même vis-à-vis de la mairie, hein, il est connu maintenant. Même vis-à-vis de la mairie, ça nous permet de racheter des immeubles à la mairie. Donc la mairie, toc toc toc, ok, on sait que vous faites du bon boulot, on sait que vous allez réhabiliter l'immeuble comme on le veut avec les contraintes de l'architecte des bâtiments de France, que vous allez les respecter, que vous n'allez pas nous mettre du PVC là où on vous demande de mettre du bois à l'identique, que vous allez garder le plancher, la cheminée, les moulures, voilà, et que vous allez faire une DP, une déclaration préalable de travaux par appartement, voilà, il y a toutes ces notions là qui font qu'à terme c'est gagnant. Mais c'est beaucoup d'efforts à court terme. Ouais, non, c'est carrément. Mais c'est une belle étape, en tout cas, une fois que t'as fait un peu le tour sur l'aspect locatif, c'est clairement un peu step up, quoi. On passe un niveau, quoi. Donc c'est au niveau, juste pour terminer sur le patrimonial, et puis on arrive sur la fin du podcast aussi, mais au niveau transmission pour les enfants, vous avez pensé à des choses déjà, ou c'est un peu trop lointain pour vous? Alors, sur la SCI à l'IS qu'on a créée en 2013, notre fils Evan, donc il avait 3 ans à l'époque, est dans le capital depuis le début. Il a 29% de départ depuis qu'il a 3 ans. Ça, le capital n'a jamais bougé. Si, j'ai fait rentrer ma holding entre-temps dedans, parce qu'à l'époque, j'en avais pas. Donc, je l'ai fait rentrer entre-temps dedans, etc. Mais au final, lui, ça n'a jamais bougé. Il a toujours 29% du capital. Alors, il y a des problématiques bancaires, parce qu'il y a quand même des clauses, attention, d'enfants mineurs et autres sur les financements. Et toutes les banques ne veulent pas financer des SCI qui ont des mineurs au capital. Ça nous a pas posé de problème avec le CIC, en tout cas. Donc, il y a ça déjà pour la transmission. Après, on pense long terme dans la stratégie globale, mais on sait très bien que les biens qu'on a aujourd'hui, on les aura plus dans 20 ans. Ou on les aura plus dans 25 ans. Très peu probable. Par rapport à l'image qu'on avait en 2010, où on se disait on va garder ces biens pour la retraite, etc. D'ailleurs, on les a déjà revendus et on est loin d'être à la retraite. On sait très bien que pour accélérer en immobilier et pour lisser ta fiscalité au fil de l'eau, il faut arbitrer. Il faut recréer du déficit, recréer de la dette, refaire des travaux. Et donc, du coup, l'arbitrage, pour moi, c'est essentiel. Et donc, c'est difficile de se dire, on construit la transmission dès aujourd'hui, mais on n'est pas contre payer des impôts non plus, quoi, en fait. Donc, au final, voilà, on arrivera à transmettre quoi qu'il arrive. On est bien accompagné. On a un très bon expert comptable. On a 2 très bons notaires. Ça, c'est important aussi. On n'en a pas qu'un, on en a 2. Parce que c'est toujours bien d'avoir 2 sons de cloche. Comme les avis médicaux, au final, c'est toujours bien d'avoir un avis complémentaire. Et donc, en fait, si on s'entoure bien, je pense qu'on n'a pas trop de sujets, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des ressources l'un comme l'autre de choses qui vous inspirent dans que ce soit développement personnel, investissement immobilier ou autre, que vous voudriez partager avec les auditeurs? Alors, moi personnellement, j'aime beaucoup lire des expériences d'autres personnes, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que c'est en côtoyant des personnes qui l'ont déjà fait qu'on apprend plus vite. Donc j'aime bien lire des expériences, que je trouve que c'est toujours enrichissant, et on découvre toujours des choses. Je suis moins fan des livres théoriques, mais on en a quand même besoin aussi sur certaines problématiques, notamment juridiques. Et là encore, je reviens sur le marchand de biens, mais par exemple c'est essentiel et c'est obligatoire
faire de la théorie et du légal là-dessus. Après, sinon, j'écoute beaucoup de podcasts, donc quasiment tous les épisodes que tu as fait, l'épisode des podcasts de toutes sortes, voilà, sur l'investissement, sur le monde de la franchise, puisque je travaille aussi chez un franchiseur, donc ça m'intéresse. Et tout ça, en fait, podcasts entrepreneuriaux, podcasts investissement, ça me va très bien. J'écoute pas trop et je m'intéresse pas trop au développement personnel en tant que tel. L'ikigai, le machin, tout ça, c'est pas, voilà, j'ai lu quelques trucs, mais c'est pas vraiment mon truc. Je préfère lire des expériences d'autres personnes, en fait. Voilà. Après, s'il faut citer des bouquins, moi, le bouquin qui m'a fait vraiment vriller la tête et me dire, en fait, tout le monde peut faire tout ce dont il a envie, c'est L'autoroute du millionnaire. Alors, c'est très romancé, évidemment, hein, voilà, c'est romancé, c'est américanisé à souhait. Par contre, je trouve que c'est criant de vérité sur le fait qu'en fait de l'argent il y en a partout, du cash il y en a partout, et qu'à chaque étape de sa vie, on se rend compte qu'en fait on pensait avoir atteint un plafond et qu'on est capable d'aller à un plafond supplémentaire et qu'on s'imagine même pas et qu'on découvre toujours des choses toujours plus surprenantes sur le monde de la finance, de l'argent, de la richesse. Voilà. Et je trouve que c'est hyper motivant. Yes. Sabrina, enfin, des ressources que toi tu lis ou tu écoutes pour t'inspirer au quotidien? Bon, alors moi, je vais être très honnête, j'écoute beaucoup mon mari. Une très bonne ressource, fiable et Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai quand même la chance qu'elle me fasse vachement confiance là-dessus. Après, j'espère qu'elle est aussi consciente quand même et je crois que oui, que bah, tout ce que je fais là, et donc on le fait ensemble, et donc du coup, tout le monde finalement récoltera les fruits à la fin. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est un sujet un peu aussi peut-être tabou des fois, c'est si ça se passe mal. Si ça se passe mal dans un couple, qu'est-ce qui se passe? Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le fait à deux. Hein, donc on investit en une division. La SCI, on a le capital. On est tous les deux au capital avec notre fils. Et si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un plan B alors ou quoi? Bah, le plan, c'est de se dire, de toute façon, tu peux conserver une LMNP même si t'es plus marié. Ça, y a pas de sujet. Hein. Après, chacun proportionnellement déclare son truc sur sa feuille d'impôt. Et voilà, déclare la partie du bilan qui lui revient. Moi, je fais partie des gens qui pensent que non, ça ne fonctionnera plus, parce que aujourd'hui, finalement, tous les efforts que moi je fais sont compensés par tous les efforts que fait finalement Sabrina. Mais est-ce que demain, chacun si on n'est plus ensemble, est-ce que demain on sera capable justement de faire à la fois elle des efforts de son côté, moi des efforts du mien, pour un bien qui est finalement dit commun, hein, on va dire, dans la LMNP? J'y crois pas. Je crois qu'en théorie, c'est ce qu'on aurait envie de faire, mais on sait qu'en réalité, ça va être très très compliqué. Donc il faudra arbitrer. Donc ça veut dire qu'on aura aussi travaillé quelques années pour rien. Parce que forcément, en arbitrant, bah, tu vas repayer de la fiscalité. Si Sabrina doit racheter une part de mon patrimoine, par exemple de mon indivision, de ma quote-part, bah, ça va lui faire de la fiscalité. Si moi je dois lui racheter des choses, ça va lui faire de la fiscalité. Et on en avait ça, on y a pensé assez tôt, parce que on s'était même dit, plutôt que d'acheter 50-50, on en achète un à tour de rôle chacun. Au moins, s'il se passe quelque chose, ben toi, tu auras le tien, moi, j'aurai le mien. Et puis, ce sera clair. On va pas refiler de l'argent à l'État, on va pas refiler de l'argent à un notaire pour qu'il fasse un acte, etc. Et puis, finalement, quand on a essayé de le faire, ça a été très, très compliqué, parce que les banques prêtent beaucoup plus difficilement à une personne seule pour acheter en nom propre à 100% que pour acheter à 50-50. Parce que souvent, finalement, ils prennent le seul salaire, mais les charges globales du foyer. D'accord. Je savais pas ça. Ok. Donc effectivement, c'est à ta défaveur quoi quand tu fais ça quoi, parce que ils prennent qu'une tête en fait pour le. C'est ça. Alors c'est pas toutes les banques, mais pas mal le font. Et donc du coup, nous, ça a vite été compliqué. On s'est dit bon, bah écoute, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va de toute façon optimiser la LMNP comme ça. Et par contre, dans la SCI, c'est un peu plus différent, parce que là, on parle d'actions à se revendre. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de problèmes pour se revendre des actions que de se revendre du patrimoine, quoi. Voilà. Enfin, du patrimoine immobilier en nom propre, je veux dire. Ouais.
Ouais, disons que voilà, ce sera jamais une très belle histoire. Ça se termine, c'est jamais très bien, mais en tout cas, aucun de vous deux ne serait complètement à la rue si ça se passait. Il y aura effectivement net de fiscalité. Il y aura quand même quelque chose à la fin, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis c'est bon, je pense que c'est assez clair aussi dans notre tête, mais c'est un sujet important, je pense, à évoquer quand on investit en couple. Ouais, non, tu fais bien, tout à fait. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que ça vous intéresse que les gens se rapprochent de vous s'ils le souhaitent pour discuter un peu plus de votre expérience? Est-ce que vous laissez un contact LinkedIn, une adresse email, quelque chose? Alors moi, on peut me trouver sur LinkedIn sans aucun problème. Donc Julien Calamotte avec un seul T. Mon livre sur Amazon aussi, S'enrichir grâce à l'immobilier. On peut le trouver ailleurs, mais c'est toujours plus simple de l'acheter sur Amazon. Il y a d'ailleurs une édition Privilège en ce moment qui tourne et qui est beaucoup plus qualitative que la première. Donc, mais elle est moins visible, donc c'est pour ça que je me permets de le préciser. Et je suis ravi après moi d'échanger avec des investisseurs ou des gens qui ont envie d'investir. Et sur Instagram, Julien donc _8 invest. J'y partage pas mal mon quotidien d'investisseur. Et j'essaie de le faire régulièrement. Je vais essayer de le faire de plus en plus. Voilà. Et puis je pense organiser à la rentrée pour les gens qui sont en région toulousaine aussi, certainement sur le mois d'octobre, un premier séminaire, mais qui est pas un séminaire à vocation formation, parce que c'est pas du tout mon truc. C'est plutôt un séminaire à vocation partage d'expérience, partage d'idées, enrichissement collectif, quoi. D'accord. Ok, bah c'est noté. On mettra les liens aussi dans l'épisode pour que dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent voir. C'est super. Julien, Sabrina, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour ce partage d'expérience. C'est vraiment top de pouvoir plonger un peu dans ce qui a été votre vie sur les 10 et plus des dernières années. Et je vous dis à très bientôt alors. Merci à toi, Paco. Merci beaucoup, Paco. À bientôt. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao! Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.